Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver pour un nouveau portrait de main. Nous allons découvrir Kelly Peza, qui est retail designer. Elle a été au sein de la maison Chanel pendant 7 ans, puis s'est lancée à son compte et travaille pour de nombreuses autres belles maisons. Elle nous partage dans cette interview sans filtre ses retours d'expérience et d'émotions clients. Belle écoute. Bonjour, avec plaisir. Alors, en effet, j'ai commencé assez tôt à être baignée dans un univers créatif, on va dire. J'ai rapidement eu envie de faire des études dans le domaine de la création, mais je ne savais pas quel métier concrètement. J'ai un papa qui est architecte, une maman qui est directrice commerciale, mais dans le monde de l'architecture. Donc, j'ai quand même été sensibilisée à tout ça assez jeune. Euh, à l'école, quand il a fallu choisir une orientation après le bac, j'étais un peu l'extraterrestre de la classe qui n'allait ni en école de commerce, ni en médecine, ni HEC, etc. Donc, je savais que je voulais m'orienter vers une école dans le domaine artistique, mais sans réelle voie précise. Voilà, j'ai baigné quand même dans ce domaine-là, comme je le disais. J'allais voir beaucoup d'expos avec mes parents. On a très vite eu des beaux objets à la maison, des œuvres d'art. Voilà, j'ai été très rapidement sensibilisée aux belles choses, on va dire. Ce qui éduque aussi l'œil, hein, donc tout ça fait partie forcément de ce qu'on devient plus tard. J'ai une anecdote rigolote, c'est qu'en fait, alors je sais plus à quel âge, mais un anniversaire, mes parents m'avaient offert une très jolie chaise Vitra, qui est un éditeur de design très, très connu. Et en fait, moi, j'étais trop contente d'avoir eu cette chaise, qui est une chaise Pantone, rose, en édition limitée, sublime. Et pour mes copains, c'était trop bizarre, en fait, d'avoir une chaise à son anniversaire, parce qu'une chaise, c'est un objet qui a 10 ans ou 12 ans ne fait pas partie du décor et des choses importantes qu'on peut avoir dans un monde d'enfants, quoi. Donc, eux, ils avaient des jeux, des baskets, des trucs voilà, de ce genre-là. Et puis moi, j'avais des chaises. Donc, voilà, c'était déjà à l'époque un peu rigolo de faire partie de cet univers. Donc, voilà, je me suis orientée du coup vers l'école Penningen assez rapidement en faisant tout simplement les portes ouvertes des écoles d'art post-bac. Et donc, j'ai intégré cette école qui était euh, difficile, il faut pas se mentir. Maintenant, ça a été des années incroyables parce que finalement, après le bac, où on enchaîne des matières où on n'est pas forcément super toujours très investi enfin on le fait pour avoir le bac, mais finalement mes années d'étudiante c'est vraiment des années où j'ai adoré. Voilà, je dessinais toute la journée, je faisais des maquettes, je mettais les mains dans les matières. Enfin, c'est vraiment des moments où on fait enfin ce qu'on aime en fait. Donc il y a un côté quand même très enrichissant, même si c'est des années difficiles, où j'ai quand même bien galéré, hein, il faut le dire, mais j'en garde des super souvenirs, quoi. C'est vraiment, j'ai énormément appris. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai rien appris du merchandising et du retail, parce que à l'époque, en fait, c'est des métiers dont on parlait pas trop. Et en fait, je n'ai pas souvenir d'avoir eu de projet vraiment de ce domaine-là. On faisait beaucoup d'appartements, de rénovation. On apprenait, c'était aussi pas mal théorique, hein. J'ai fait aucun stage dans ce domaine-là. Donc, j'ai tout appris après, même si ça donne énormément de bases. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des écoles spécialisées dans le monde du retail et du merchandising, mais à l'époque, c'était moins le cas. Donc, ce pas des métiers dont on parlait beaucoup. Donc, euh, donc, voilà pour toute ma vie avant, on va dire. Et du coup, enfin, merci déjà de nous partager ça. C'est surtout qu'on sent qu'effectivement, c'était un moment où tu pouvais t'épanouir, tu pouvais toucher plein de choses. Complètement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que entre ce moment-là, au niveau de ton expérience plutôt académique, tu nous as bien dit que ça n'existait pas. Donc, tu
n'avais pas forcément cette sensibilité-là. Qu'est-ce qui a fait après que ça a été un déclic ou qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à évoluer dans cet univers-là? Alors, j'ai passé mon diplôme, du coup, après 5 ans à Penningen. Et en fait, l'école nous a permis de présenter nos projets de fin d'année pendant des journées en fait, portes ouvertes pour les professionnels. Donc là, des recruteurs ou des anciens de l'école enfin, des professionnels en fait, du milieu pouvaient venir découvrir nos projets de diplôme. Moi, j'avais fait un projet qui était une scénographie itinérante, donc avec quand même déjà voilà, une volonté de s'orienter vers ce métier-là, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et donc, à ce moment-là, j'ai présenté mon diplôme à plein de personnes. Et quelques jours après la présentation, j'ai eu un appel d'une RH de la maison Chanel qui voulait qu'on se rencontre pour un potentiel poste qu'elle avait à me proposer. Donc moi, clairement, à ce moment-là, j'ai rien compris à la fiche de poste parce que c'était finalement des mots que je connaissais pas. Et puis, ce qui est drôle, c'est que j'étais à ce moment-là en train de préparer des dossiers pour entrer dans une école d'archi parce que je vous m'étais dit j'avais à peine 23 ans, je m'étais dit bah, pourquoi pas continuer un peu. Le domaine du travail, j'ai le temps. Et puis d'avoir un double diplôme, pourquoi pas. Donc j'étais à fond dans les dossiers. Maintenant, il y a eu cet appel qui a changé un peu la donne. Et je me suis dit, bah, je vais quand même tenter. J'ai été prise et à l'époque, c'était pour un CDD de quelques mois. Donc, je m'étais dit, bah, ça me fera une expérience. C'est quand même une belle maison. Et puis, bah, s'il faut, je retenterai l'école d'archi 6 mois plus tard ou l'année d'après, quoi. Et en fait, je suis restée 7 ans parce que finalement, c'était vachement bien. Donc voilà comment ça s'est fait. Et au cours de mon expérience chez Chanel que j'ai tout appris dans ce métier-là, quoi. Donc, j'ai aucun regret parce que finalement, la vie, c'est parfois fait comme ça de belles rencontres. Donc j'ai tout appris sur le tas en commençant cette mission, quoi. Et comment ça s'est passé justement quand on t'a appelé? Tu t'es sentie comment? Parce que tu l'attendais pas, ce que tu nous disais. Et Non, pas puis du tu tout. as une maison comme ça qui est quand même emblématique, où tu sais en plus derrière qu'il y a toute une histoire tellement riche. Comment est-ce que tu te sens? Et ben au départ, un peu perdue, parce qu'en plus, j'avais pas fait très peu de enfin, j'avais fait très peu de stages, pas dans des grandes maisons, donc même la notion de travailler pas en équipe, parce que le travail en équipe, on l'avait quand même exploré à l'école, mais c'est plutôt faire partie d'une chaîne de plusieurs métiers, où ça, c'est complètement nouveau quand on débarque dans une grande maison. On a des responsabilités. Voilà, moi, j'avais à peine 23 ans et j'arrive dans cette grande maison avec en effet une renommée quand même internationale et reconnue, quoi. Et puis surtout pour un poste qui était, avec le recul, super ambitieux, quoi. J'étais en fait en charge de la scénographie pour les événements de haute joaillerie. Donc, c'est un univers particulier où on présente des collections de haute joaillerie. Donc, c'est des pièces qui sont presque uniques, qui sont dessinées à la main, qui sont réalisées dans des ateliers, dans les plus grands ateliers parisiens, Place Vendôme. Donc, c'est des œuvres d'art, en fait, qu'on me demandait de mettre en scène dans des scénographies incroyables. Euh, et donc, toutes ces scénos étaient finalement pour des clients très exigeants, parce que c'est le client final qui est le client Chanel. Et en plus, Haute Joaillerie est un client en effet très exigeant, qui est invité partout, qui a vu déjà beaucoup de choses, qui attend beaucoup en fait de ce genre d'événements. Donc, il faut être à la hauteur, il faut proposer du coup une expérience pour entrer dans le vif du sujet unique et donc essayer de se renouveler en fait sans arrêt, quoi. Donc, c'est hyper intéressant dès le départ. Et puis, du coup, bah, on a envie de s'impliquer très rapidement dans les projets, quoi.
Effectivement, tu m'as donné une bonne perche, sur toute l'expérience client et là, tu nous parlais justement d'expériences uniques, de choses qui est plutôt détonnant et effectivement, qu'est-ce qui toi t'a aidé quand tu es rentrée dans cette maison-là? Enfin, finalement, c'était un peu comment tu as eu cette définition toi de cette expérience client justement? De savoir, qu'est-ce qui a fait que ça t'a donné des bases pour après pouvoir imaginer des choses en fait? Alors, pour moi, en fait, l'expérience client, c'est vraiment que peut apporter une marque au-delà du produit finalement à un client. C'est-à-dire partager un moment d'émotion, qu'est-ce que va apporter finalement la visite en boutique ou sur un lieu d'événement. Qu'est-ce qu'on peut apporter au client de plus que juste l'achat d'un produit, quoi. Parce que l'achat d'un produit peut se faire en digital sur un e-shop. Voilà, c'est aller au-delà de tout ça. Donc, finalement, par ce poste-là, j'ai énormément appris à ce niveau-là et on proposait des expériences qui devaient, au-delà de l'expérience client, on devait répondre à la problématique de qu'est-ce que peut offrir Chanel et pas une autre marque finalement à ce client-là, parce que c'est un client qui peut être invité dans d'autres événements concurrents. Et du coup, qu'est-ce que pouvait offrir Chanel par rapport à une autre marque de la place Vendôme. Et donc, ça passe souvent par les valeurs de la marque, parce qu'on se rend compte qu'en en intégrant le client dans l'ADN et dans le patrimoine d'une marque, et ben, en fait, on devient plus humain et on propose quelque chose avec plus d'émotion. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, tu me les mots de la bouche, donc ça, c'est super. Effectivement, on va revenir justement sur tout ce qui est valeur, tout ce qui est pour savoir aussi comment tu as pu nous donner des exemples de choses que tu as pu expérimenter, faire et tout ça. Mais peut-être juste avant, si je peux te poser cette question, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu faisais pour à la fois, on a compris ton rôle de bien connaître tes valeurs et de savoir comment tu allais représenter la maison. Mais aussi, comment est-ce que tu faisais pour, entre guillemets, tellement connaître ton client que c'est un peu comme si tu savais rentrer dans sa tête pour savoir, pour chercher, capter ces choses-là. Comment est-ce que tu t'y prenais pour avoir ces infos-là en te disant, OK, derrière, effectivement, ça peut être un pari de faire telle et telle expérience, mais je pense quand même que la façon dont je le connais, je pense quand même que là, ça va lui plaire. Comment tu arrivais à faire ça? Alors, quand j'étais en charge des scénographies de haute joaillerie, c'était un travail qui était beaucoup plus large que juste la direction artistique où j'étais. En fait, on était accompagné de plein d'équipes. Donc, il y avait une équipe marketing, une équipe... enfin, voilà, c'était un vrai travail d'équipe, de lancement de produits. Il y avait des enjeux très business derrière. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ce genre de grande maison. Et en fait, on était beaucoup guidés par les équipes aussi boutiques et les vendeurs de la boutique. Il faut savoir qu'en haute joaillerie, les vendeurs sont hyper proches de leurs clients. Ils ont une relation qui est hyper intime en fait et privilégiée. Ils connaissent leur date d'anniversaire et même des enfants, des arrière-petits-enfants, de la tante, de l'oncle, etc. Enfin, c'est vraiment, ils font presque partie de la famille, ils connaissent leur adresse, ils connaissent leur couleur préférée. Voilà, il y a une vraie relation client-vendeur euh, qui peut plaire ou pas, hein, mais en tout cas, c'est vraiment une relation privilégiée et qui du coup permet aussi aux vendeurs du coup de remonter des feedbacks et puis de savoir un peu quelles sont les envies des clients. Donc, c'est une source qui est intéressante et c'est eux qui sont au plus proche des clients. Et de manière générale, euh, une relation client-vendeur, de toute façon, doit être un moment
humain et un moment privilégié, même si c'est dans un autre domaine que la haute joaillerie, dans une boutique beaucoup plus classique et beaucoup moins luxe. C'est hyper important. Je pense qu'on a tous en tête un moment où on s'est fait mal recevoir dans une boutique, que ce soit pour acheter des vêtements, un porte-monnaie, enfin quelque chose de même très basique. Mais en fait, la sensation de déranger, la sensation d'attendre, de pas être au bon endroit, c'est des choses qui, au-delà de l'expérience globale d'achat, est hyper important et permet de donner un souvenir ou pas, un bon souvenir ou pas aux clients. Donc tout ça est un package hyper complet. Nous, on propose la création, mais il faut aussi transmettre aux, aux vendeurs nos projets quoi, des boutiques. C'est eux qui finalement sont ambassadeurs après des marques. Hein. Si le client est convaincu, si le vendeur pardon, est convaincu, en fait, le client le sera d'autant plus. Donc, le vendeur, pour moi, fait vraiment partie de l'expérience client. C'est super intéressant et dans ce que tu dis aussi, c'est peut-être implicite, mais il y a vraiment aussi ce côté de prendre le temps d'écouter. Parce que c'est vrai Mm, que souvent, on a un peu cette image du vendeur qui va arriver, qui va vouloir te donner mm. des choses, qui va vouloir faire, etc. Et là, tu parles vraiment de cette relation, mais c'est aussi prendre du temps, un temps d'écoute, mais une écoute active, c'est-à-dire juste, pas juste, voilà, je vais entendre un flot d'informations, mais je vais savoir en fait repérer des infos que tu me donnes pour pouvoir les prendre et finalement bah, pouvoir te surprendre aussi en me disant, voilà, je t'ai vraiment écouté, j'ai pris en considération ce que tu m'as donné. Oui, Donc, complètement. C'est vraiment customiser en fait selon le client le moment privilégié au sein de la boutique. J'ai aussi occupé un poste par la suite qui était beaucoup plus retail et du coup où j'étais en charge de la création merchandising et des vitrines extérieures pour l'horlogerie et la joaillerie. Donc là, c'était des questions beaucoup plus liées à la boutique justement et moins à des événements. Donc on se pose d'autres questions parce qu'il faut faire rentrer les gens en boutique. C'est pas on ne reçoit pas une invitation avec un cocktail, du champagne, où là, forcément, tout le monde vient. Faire entrer les gens en boutique, c'est une autre histoire, surtout quand on est une grande maison joaillière où il peut y avoir un frein au moment de rentrer en boutique, ça peut être très intimidant de rentrer dans les boutiques d'horlogerie-joaillerie. Donc, c'est encore voilà, d'autres expériences à proposer et d'autres questions du coup à se poser. Ça peut être, en effet, ce moment d'écoute, il est hyper important. Ça peut être aussi proposer un thé ou un café au moment d'essayer le produit. C'est se poser 2 secondes et écouter le client autour d'une jolie vaisselle dans laquelle boit son café. Voilà, tout doit être travaillé, tout doit être anticipé. Et puis créer un moment, encore une fois, d'émotion, tout simplement. ce que tu disais, finalement aussi, on a ce côté où, finalement, quand tu disais anticiper, il y a aussi ce côté, finalement, on est content de vous recevoir parce qu'on vous attendait, en fait. Il y a un peu cette démarche-là aussi. Oui ou pas, si c'est une visite impromptue, c'est très bien aussi et le vendeur doit s'adapter complètement à la cliente. Donc, il y a des rendez-vous en effet qui sont préparés en amont. Ça peut être intéressant de prendre rendez-vous, par exemple, de poser des questions sur ce qu'on n'aime pas, s'il y a une collection qu'on préfère, pour préparer le rendez-vous, arriver déjà avec une sélection de produits, présenter ça dans un beau plateau. Donc, tout ça fait partie des outils merchandising dont on était en charge dans l'équipe. Et puis, oui, voilà, s'il y a alors là, on est dans un niveau assez luxe, mais s'il y a un parfum de macaron qu'on préfère, et ben, je pense que ça peut faire partie aussi des attentions qui sont attendues, enfin, qui justement ne sont pas forcément attendues et qui peuvent surprendre et qui peuvent donner une super surprise pendant un rendez-vous. Donc, un parfum de macaron, un thé un peu d'exception. Voilà, parfois, c'est des moments
dont on se souvient de très longtemps. Ça peut être un essayage d'alliance, par exemple, de bague de fiançailles. Ça peut être des moments hyper charnières dans une vie, en fait. Donc, euh, donc pourquoi on ne pourrait pas aller jusqu'à proposer, en effet, quelque chose de personnalisé jusqu'à la dégustation une petite gourmandise et d'un bon thé, quoi. Donc, tout ça, pour moi, fait partie de l'expérience et au-delà de la présentation du produit et de l'acte d'achat, finalement. Et du coup, est-ce que par rapport à tout ton parcours, il y a aussi toute la partie aujourd'hui où tu n'es plus chez Chanel et donc tu vas nous expliquer aussi ton parcours. Je pense que je ne sais pas dans quel ordre tu veux t'y prendre. C'est vrai que moi, j'aimerais vraiment te demander si tu as des souvenirs d'expériences folles que tu as pu avoir. Alors peut-être qu'on peut peut-être commencer si tu as un exemple, par exemple, d'une expérience peut-être atypique ou vraiment qui t'a plu chez Chanel. Et puis après, si tu veux, comme Pardon. ça nous fait aussi, Ouais, tu nous parles transition. après de ton expérience là, un peu plus nomade, enfin libre du coup. Ouais, Et puis tu nous parles d'une expérience de ce côté-là, ça te va? parfait. Alors, si je dois, j'ai vécu des très beaux moments, donc de parler d'un seul moment, ça va être difficile, mais j'ai quand même en tête T'as le droit d'en un... parler de plusieurs, hein, il n'y a pas de souci. Non, Prends mais ça arrive le pas. temps. Non, non, mais j'ai en tête un moment assez dingue où... alors moi, j'étais en petite souris sur les événements, hein, donc les événements, c'était vraiment... j'étais en backstage et d'ailleurs, j'adorais parce que c'est là où on se rend compte finalement du projet qu'on a réalisé et de voir comment les clients réagissent. C'est toujours super chouette en fait. Alors, ils réagissent évidemment beaucoup à la collection et aux produits qui sont juste dingues, mais de voir leur réaction au décor est hyper chouette aussi. Donc moi, j'étais souvent voilà, en petite souris sur les événements après les montages. Et en fait, je me souviens d'un événement qu'on avait proposé au Ritz, qui est un hôtel du coup très prestigieux de la place Vendôme, en face de la boutique Chanel. Et c'est un hôtel où Gabrielle Chanel a vécu plusieurs années. En plus de la rue Cambon où elle avait un appartement, elle aimait bien séjourner dans cet hôtel pour avoir de la compagnie, tout simplement. Elle se sentait moins seule dans cet hôtel-là. Euh, et donc, elle avait une suite, en fait, qui lui était dédiée. Et il y a un moment où on a eu l'occasion de présenter une collection de haute joaillerie au Ritz pendant une soirée. Donc, les clients étaient invités à venir découvrir cette collection autour d'un dîner et d'une exposition à ce moment-là. Et les clients, en fait, ont eu l'occasion d'aller visiter cette suite qui a été rénovée un petit peu avant. Ils l'ont rafraîchie, mais en gardant finalement les codes et les matières que Gabriel avait à l'époque. Et donc, à ce moment-là, c'est typiquement pour moi une expérience que seul Chanel pouvait offrir à ses clients, puisque là, on rentre typiquement dans le patrimoine et dans l'héritage d'une marque en permettant à ses clients d'aller sur un lieu complètement privatisé où la créatrice de la marque a vécu. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez inédit et d'assez dingue de pouvoir à ce moment-là se dire que la suite du Ritz a ouvert ses portes pour les clients Chanel, quoi. Donc ça, c'est un beau moment. C'est un beau souvenir et d'avoir permis à nos clients de pouvoir faire ça, c'était chouette. C'était vraiment très cool. Tu m'étonnes. Et du coup, alors donc là maintenant, si on passe de l'autre côté, donc il y a eu un moment où comment ça s'est passé? Tu as souhaité partir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à un moment tu te dises, voilà, je me lance à mon compte? Alors, du coup, oui, après ces 7 belles années, j'ai eu un petit bébé, un deuxième bébé, donc un congé maternité.
Et les congés mat sont connus pour remettre en question pas mal de choses dans la vie d'une femme ou d'une famille de manière plus globale. Et c'est finalement pendant ce congé maternité que j'ai décidé de me lancer à mon compte et donc de créer mon studio de création. Et ma volonté finalement, c'était de pouvoir un petit peu diversifier mes missions et puis de travailler pour plusieurs clients et plusieurs marques et de pouvoir finalement mettre à contribution tout ce que j'avais appris, quoi. Donc, je me sentais capable de maintenant voler de mes propres ailes et de mettre en application tout ce que j'avais appris pendant ces 7 années-là. Voilà. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce qu'il y a différents types de clients pour qui tu travailles? Tu es toujours dans le milieu du luxe? Est-ce qu'il y a d'autres types de marques avec qui tu travailles? Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous partager? Et déjà? Alors, oui, je travaille pour plusieurs clients. Pour le moment, j'ai encore pas mal de clients qui sont dans le luxe, en effet. D'avoir eu cette carte de visite Chanel, finalement, donne confiance après pour les clients dans le luxe. Donc, ça, c'est chouette. Je ne peux pas donner trop de noms parce que les projets sont encore très confidentiels, comme beaucoup de projets dans le luxe. Mais je travaille sur des très très belles missions à plus ou moins long terme. Ce qui est très différent dans la manière de travailler, c'est qu'en fait, on travaille pour plusieurs clients dans la même semaine, voire même journée parfois. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'adaptation et d'agilité. On est attendu de manière, évidemment, pour notre créativité, mais aussi pour notre rapidité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut rentrer très rapidement dans l'univers et l'ADN de la marque. On peut passer d'une marque de cosmétiques à une marque de spiritueux, à une scénographie d'un salon. Enfin, j'ai la chance d'avoir des expériences très, très diverses. Et du coup, il faut très rapidement s'adapter et rentrer dans les codes, donc connaître tous les codes des marques. Qui sont en général hyper forts et qui donnent un vrai appui sur lesquels travailler en création. Donc voilà, c'est vraiment faire preuve d'agilité et c'est super enrichissant parce que du coup, on apprend énormément de choses sur les marques. Donc c'est un tout autre rythme. Et du coup, quand tu fais tes recherches, est-ce que c'est toi qui fais finalement des recherches par rapport à... Enfin, tu vas sur Google et tu cherches, enfin, tu fais ton enquête finalement sur ces marques-là? Ou est-ce que chaque marque détient, par exemple, comme un espèce de livre, tu vois, ou je ne sais pas comment ça serait représenté, mais une espèce de livre de valeurs, de symboles. Comment ça se passe justement tout cet apprentissage-là? Moi, non, en général, c'est plus les marques qui me nourrissent en fait de leurs valeurs, de leur code couleur, matière. Donc en général, enfin moi en tout cas, je suis vachement en demande de ça parce que c'est indispensable pour coller et être plus juste après dans les projets. Donc oui, alors il y a une phase de préparation de mon côté pour se renseigner sur la marque, sur les produits, sur leurs points de vente, comment ils fonctionnent. En général aussi, quand c'était possible, mais ça va l'être à nouveau, je me balade dans les boutiques. Et ça, c'est hyper important parce qu'on se rend compte de plein de choses. Mais sinon, c'est plutôt les marques qui me nourrissent parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont confidentielles dont on ne peut pas parler sur Internet. Donc, non, les marques sont assez... c'est chouette. On a des vraies discussions et au moment des briefs, il y a un vrai échange et c'est là où je trouve que on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Le projet prend tout son sens au moment où on est briefé, on a les premières idées en tête, il y a un vrai brainstorming et du coup, on rentre aussi dans l'univers de la marque à ce moment-là. Ils nous nourrissent beaucoup, donc c'est chouette. Et alors, du coup, comment est-ce que tu fais quand tu te lances, parce qu'en plus, tu t'es lancé, t'as quand même vraiment du courage parce que tu t'es lancé en 2020. C'est ça. Faut le dire. Même ouais, début 2021 même. Donc vraiment pas la bonne période.
D'accord. Mais alors du coup, comment est-ce que tu fais pour justement pour pouvoir proposer des expériences clients dans une crise sanitaire? Comment est-ce que tu t'en sors? Alors, les projets sur lesquels je travaille, honnêtement, sont pour dans plusieurs mois, en fait. Donc, à part là, quelques projets qui ont été livrés et qui, du coup, vont pouvoir ouvrir là, en fait, dans très peu de temps. Euh, mais sinon, c'est vrai que dans le secteur de l'événementiel, il y a quand même eu un gros frein. Dans le retail, les boutiques ont été fermées très longtemps, mais les projets sur lesquels je travaille sont pour dans plusieurs mois, donc notamment Noël, voilà, les fêtes de fin d'année, etc. Ou dans d'autres pays. Et en fait, il y a beaucoup de pays qui ont déjà retrouvé une vie quand même plus active, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le luxe, voilà, c'est international, hein, donc les marques françaises ont des très beaux projets à l'étranger aussi. Et il faut pas le... Et c'est vraiment une partie du travail qui est énorme. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur des projets à l'international, donc où la vie a pas mal repris. Et puis, sur les projets donc plus retail et moins événementiels, et ben, je pense, en tout cas, moi, je le ressens, il y a une vraie demande. C'est-à-dire que je pense que justement, les marques vont tout faire pour faire revenir les gens dans les boutiques, créer des vitrines impactantes, donner envie aux gens de sortir, d'aller à leur rencontre. Donc, je sens un vrai engouement pour le retail, le merchandising et créer des événements pour retrouver le côté humain, en fait, qu'on n'a plus beaucoup depuis quelques mois, et du coup de retrouver les clients dans les boutiques. Donc ça passe forcément par une expérience parce que les produits qu'ils ont achetés ces derniers mois sur les plateformes e-shop, voilà, là, on sent quand même que les marques veulent proposer des choses vraiment uniques en termes d'expérience. Donc voilà, c'est une période très particulière, mais où il y a beaucoup de travail. J'ai un peu de chance. Du coup, alors pour l'instant, est-ce que on te demande si tu as pu participer à une expérience que tu as trouvée vraiment chouette de ce côté-là, ou alors est-ce que c'est encore confidentiel et à ce moment-là, eh ben, on te propose un autre rendez-vous pour un autre portrait une autre fois où tu nous apprendras un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, il va falloir un second round Ça marche. pour l'expérience. Oui, complètement. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Top. Est-ce que du coup, si quand même pour avoir une expérience un peu enfin, en tout cas, être encore à avoir des idées peut-être de choses qui peut te toucher ou autre. Est-ce que à titre personnel, parce qu'on est aussi, Tout on peut être travaillé dans la création, mais on peut aussi à titre personnel vivre des choses en tant à fait. que de marque. Est-ce que toi, il y a une expérience personnelle que tu as déjà vécue et qui t'a marqué? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire pourquoi ça t'a marqué? Oui, complètement. Alors moi, bon, ça ne sera pas des expériences au Ritz, hein, clairement. Dans mon quotidien, c'est pas ça. Mais j'ai en tête une marque qui fait des choses, je trouve, très justes, en fait, en termes d'image et d'expérience. C'est la marque Cézanne qui est connue et reconnue aujourd'hui en prêt-à-porter. Et je trouve, alors, au-delà de la beauté des boutiques qui moi, me plaît et me parle, tout simplement, euh, pour moi, il y a un défaut, c'est qu'on fait quand même beaucoup la queue pour pouvoir rentrer. Et ça, en termes d'expérience, il faut quand même être très motivé pour pouvoir accéder aux boutiques. Mais je trouve qu'une fois arrivé dans la boutique, on est très bien accueilli. Il y a une ambiance très chaleureuse. Tout est très bien travaillé, tout est clair. La présentation des produits est vraiment bien faite. Et il y a un détail qui m'avait vraiment plu la dernière fois que j'y suis allée. C'est notamment au moment de passer en cabine d'essayage, qui est un moment qui est jamais très fun.
et surtout pour la personne qui nous accompagne, que ce soit notre sœur, notre copain, notre mère. C'est toujours un moment un peu boring et où la personne qui nous accompagne attend sur son téléphone, qu'on veuille bien sortir de cette cabine avec notre jean et avoir son avis. Euh, et là, alors au-delà de la cabine sublime avec le très joli fauteuil, etc., il y a une attention que j'ai trouvée très pertinente, c'est qu'en fait, la vendeuse proposait une boisson donc je reviens sur ma boisson et la petite gourmandise dont je parlais chez Chanel, mais proposait finalement une petite attention à l'accompagnateur, en fait, pendant que du coup le client essayait en boutique ses produits. Donc ça peut être assez long si on a 3 pulls, 2 jeans, etc. Et ben, la personne qui accompagnait était reçue à côté avec une attention super agréable, une petite boisson, une gourmandise, etc. Et j'ai trouvé que c'était une manière finalement de répondre à cette problématique qui est d'un temps d'attente qui est jamais très agréable et qui n'est souvent pas de qualité en fait. J'ai trouvé que ce moment qui peut être pénible eh ben, pouvait devenir un moment qualitatif. En tout cas, moi, ça me parle, ce genre de moment. Donc voilà, c'est la dernière expérience qui me vient en tête, mais que j'avais appréciée et du coup notée dans un coin de ma tête. Chouette. Et du coup, toi, comment est-ce que tu entrevois peut-être les valeurs ou en tout cas vraiment les traces que tu veux laisser dans ta relation client avec tes clients? Alors, avec mes clients, alors il y a évidemment la créativité, c'est-à-dire que je pense que c'est là où on est attendu le plus, on va dire. Donc, il y a la créativité. J'essaye de donner de l'émotion dont je parlais tout à l'heure, mais pour moi, c'est hyper important et c'est ce qui peut faire la différence au moment d'un projet. De la surprise, être dans l'avant-garde, évidemment, le plus possible. Et puis, c'est être le plus juste possible. C'est vraiment la pertinence, c'est de répondre au brief de la manière la plus juste. Euh, il faut proposer quelque chose qui est inattendu, mais quand même en restant dans la justesse et en donnant ouais, vraiment une sensibilité et une émotion au-delà du produit, quoi. Donc, c'est comment sublimer le produit, mais toujours en apportant cette notion d'émotion. Ça marche. Et du coup, quand tu entrevois, je suppose aussi, c'est que tu as ce prisme où tu as ton client direct, mais du coup, tu vois aussi certainement son client à lui et de Oui, savoir comment la triangulaire va pouvoir se faire en fait. ouais, complètement. Il y a il y a cette notion de double client qui est intéressant parce que derrière, du coup, il y a tout l'enjeu business en fait qui en revient et on ne travaille pas finalement que pour notre client, mais pour le client du client. Il y a les valeurs d'éco-responsabilité qui sont super importantes et qui parlent aujourd'hui de plus en plus aux clients et aux clients des clients, parce que de plus en plus, les jeunes générations notamment font très attention aux valeurs des marques et à comment sont fabriquées les choses, comment sont... Alors là, on parle du produit, mais du coup, moi, je fais aussi référence à comment est-ce qu'on fabrique les décors, comment est-ce qu'on les recycle. Donc moi, c'est des valeurs que j'essaye d'inculquer aussi dans les projets, ce qui n'est pas forcément évident dans le luxe. C'est pas toujours évident. En tout cas, j'y travaille parce que c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte dès le début dans le brief. L'éco-conception, les événements éphémères qui durent que quelques jours, qu'est-ce qu'on fait du décor, comment on le recycle, quelle matière on utilise, tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte très rapidement dans la conception du projet. Et puis, aujourd'hui, les marques communiquent énormément là-dessus. Donc, c'est primordial d'en parler dès le départ. L'autre axe qui est important pour le client final, c'est tout simplement raconter une histoire. En fait, quand une personne passe devant une vitrine et qu'elle s'arrête et qu'elle rentre dans la boutique, on a l'impression d'avoir déjà un peu gagné, quoi. C'est-à-dire que
on a réussi à percuter quelque chose et puis à raconter voilà, en quelques secondes une petite histoire et puis donner envie aux clients de creuser un peu derrière cette vitrine. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, un client ne vient pas en boutique uniquement pour acheter un produit. Pour moi, il vient aussi pour acheter, entre guillemets, un souvenir, un coup de cœur, voilà, c'est toujours ce moment d'émotion, mais uniquement pour acheter le produit. Aujourd'hui, sur l'e-shop, ça marche très bien et ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, je pense qu'il y a une vraie notion de offrir quelque chose de plus que le produit et les générations qui arrivent sur le marché et qui sont assez euh, enfin, qui sont très très bons clients dans le domaine du luxe, hein, que ce soit à l'international ou en France, sont très très en demande de ce genre d'expérience et de ce que peut d'animation en boutique, d'éléments Instagrammables, voilà, on est très challengé aussi sur tout ça. Et donc, voir, c'est toujours, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus dans la boutique que sur l'e-shop et tout simplement en mettant le client euh, au cœur de l'expérience, au-delà de juste l'acte d'achat, en le mettant au cœur de cette expérience-là, c'est non seulement le produit, mais c'est aussi la marque qui sont valorisées en fait. Donc, c'est un espèce de 360 qui fonctionne bien. Du coup, je rebondis par rapport à une chose que tu nous as partagée, notamment autour de l'éco-responsabilité. Et comme tu le sais, on a un studio de création qui réalise des choses à base du matériau papier. Mhm. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur, pour toi, le papier et le domaine du luxe, notamment. Comment, à ton avis, il est utilisé? En tout cas, est-ce qu'il est pertinent? Qu'est-ce que toi, tu vois par rapport à ce matériau-là? Alors moi, j'ai énormément travaillé avec des paper artistes pendant ma vie chez Chanel. On ne se connaissait pas encore, mais malheureusement, mais à l'époque. Mais en tout cas, j'ai fait appel de nombreuses fois à des paper artistes qui travaillaient le papier de manière très artisanale. Et je pense que c'est un matériau qui est super intéressant, notamment pour, euh, pour le côté artisanal et manuel. En fait, les clients alors là on parle de luxe, mais sont vraiment en demande d'attention et de matière aussi très personnalisée où on voit le travail derrière. C'est-à-dire que dans les vitrines, on sait qu'une vitrine travaillée en papier, il y aura eu derrière une main qui aura travaillé. C'est pas une vitrine en plastique qui a été découpée par une machine. Donc on faisait pas mal aussi d'animations où la paper artist travaillait en live devant la cliente, lui permettait de customiser un petit objet, un petit bijou en papier, un souvenir en fait que la cliente pouvait garder chez elle et réutiliser voilà, plusieurs fois ou en déco chez elle, etc. Et c'est des choses où on sentait une main en fait derrière et tout simplement ça fait partie de l'émotion dont je parlais et qui est hyper importante. Donc le travail du papier, c'est quelque chose de... Et puis au-delà de tout ça, on peut faire tellement de choses en fait en papier que ça reste hyper intéressant. Et en plus, en éco-conception, on est pas mal. Top. Euh, Comme tu le sais, en fait, enfin, dans notre travail, on parle beaucoup des langages de l'amour parce que c'est vrai que quand on les a découverts, justement, on s'est rendu compte que c'était un peu bah, comme des langues et que chaque personne avait un peu son propre langage pour pouvoir, bah, en tout cas, savoir que lui-même était aimé. Alors, c'est vrai que je ne vais pas te lancer sur... Tu nous as partagé plein de choses et il y a des choses qu'on a pu décrypter. On ne va pas rentrer peut-être sur la généralité des langages des uns des autres. Mais en tout cas, donc dans ces 5 langages, pour simplement les rappeler, il y a vraiment le langage au niveau du cadeau, quand on nous offre quelque chose, donc plutôt matériel.
il va y avoir tout ce qui va être au niveau du temps de qualité qu'on va pouvoir passer. Donc finalement, on s'en fiche de savoir ce qu'on mange, ce qu'on fait, du moment qu'on est avec cette personne. Il y a vraiment tout le côté sur le geste, quand on va pouvoir nous prendre dans les bras, avoir quelque chose, en tout cas au niveau du toucher. Il peut y avoir aussi tout ce qui va être au niveau des paroles valorisantes, donc que ce soit les remerciements, les félicitations ou autres. Et puis tout ce qui peut être service rendu, donc tu nous parlais du Ritz tout à l'heure, je vais aller garer votre voiture ou autre. Voilà, quelque chose où on vous rend un service. Toi, est-ce que tu as identifié un langage qui t'est, en tout cas, qui est fort pour toi et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce langage-là? Enfin, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important? Alors, je dirais que je suis plus sensible aux moments de qualité. Ce qui rejoint un peu ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire partager des moments d'émotion. C'est une valeur qui est assez forte, en effet, pour moi. C'est l'anecdote que je racontais avec la tasse de thé chez Cézanne, par exemple. C'est comment faire d'un moment pénible et long un moment de qualité, quoi. Ça passe par des petites choses et peu importe le lieu et l'endroit, tout de suite, finalement, on arrive à switcher un moment de qualité. Et c'est un peu le résumé, finalement, pour moi, de l'expérience client, c'est faire la différence en offrant un moment exceptionnel et qualitatif à ses clients. Du coup, en fait, par rapport à ce que tu nous dis, j'ai vraiment l'impression, c'est un peu ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était que finalement, c'était pas tant le produit qui pouvait... il est important, il fait partie de l'expérience, on retire un produit, mais par contre, il y a vraiment un souvenir. Et là, ça va au-delà du produit. C'est des choses qui vont pouvoir se passer au niveau de nos 5 sens, par exemple, où on va garder une atmosphère, on va garder peut-être un timbre de voix. Et finalement, ça peut être aussi, certaines personnes seront sensibles à se dire, voilà, le thé, au final, on ne se souviendra pas quelle marque c'était ou ce qu'on a bu, mais c'est cette atmosphère-là. Le moment vécu, l'émotion partagée à ce moment-là. Et puis, oui, c'est vraiment offrir finalement un souvenir au-delà du produit qu'on a acheté à ce moment-là, qui peut être lié parce qu'une bague de fiançailles qu'on a achetée, on s'en souvient toute sa vie. Ce moment de partage avec notre conjoint, etc., c'est un moment dont on se souvient, mais si on peut accompagner le client encore plus et graver un autre souvenir que juste l'acte d'achat, je pense que c'est pas mal. On est content. Écoute Kelly, vraiment merci, c'était vraiment un super moment ensemble. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'avoir plein de beaux projets dans les prochains mois et que le retail se développe et que tout le monde se retrouve en boutique pour de belles expériences et qu'on fasse de belles choses en boutique, luxe ou pas, mais qu'en tout cas, on se retrouve en boutique. Merci beaucoup, Kelly, pour ce moment. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Si tu as apprécié ce portrait, je t'invite à le partager au plus grand nombre. Je t'encourage aussi à t'inscrire à la chaîne afin de ne pas manquer la prochaine publication. Pour cela, appuie simplement sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. À très bientôt pour un nouveau portrait demain.